En duplex, Romain Daubry qui nous rejoint, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, un mot de l'ambiance de marché en plein cœur du mois d'août. On s'est fait une petite frayeur hier. Quels sont les enseignements à tirer de la séance d'hier et du rebond auquel on est en train d'assister aujourd'hui, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Voilà, c'est la petite frayeur, c'est quand même très canalisé pour l'instant, malgré la période de l'année assez creuse qui permet d'accentuer les mouvements et les décalages. Je trouve que le marché est quand même extrêmement résilient. Vous utilisiez ce terme-là il y a 2 secondes, c'est vraiment le cas. Ils se remettent vraiment bien de tous les niveaux de pression, même pour tout ce qui concerne les tweets et autres alertes sur les négociations commerciales. Les mauvais sont pas très sanctionnés et les bons font plutôt payer le marché. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, sans être du tout complètement dans une phase d'euphorie, on est quand même extrêmement solide. Voilà, le marché tient bien, il consolide, c'est sur les mouvements, sur les accélérations haussières. Voilà, donc petit mouvement de baisse qu'on avait détecté la semaine dernière, qui se confirme. Il est peut-être pas complètement terminé pour l'instant, mais on voit que comme il a l'habitude de faire depuis quelques semaines maintenant, le marché en ce moment et sur les différents indices progresse pas mal en dents de scie. Donc voilà, petit rebond aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas se précipiter quand même. On va observer un peu déjà la fin de semaine et puis surtout demain l'échéance des marchés dérivés qui va être assez instructive, qui joue aussi dans les décalages qu'on connaît, puisque c'est vrai qu'au moment où les marchés dérivés clôturent, donc les options et les futurs, les contrats à terme clôturent, il y a des intérêts qui sont liés entre eux et imbriqués pour tout ce qui est couverture et implication des positions des dérivés entre elles. Donc ça accentue un peu les mouvements, ça peut contribuer aussi. Mais manifestement, c'est quand même assez solide. Ce qu'on peut noter, c'est que l'intérêt, il est déjà transféré en bonne partie sur le mois de septembre. Donc on laisse pas mourir des positions. C'est pas parce qu'on est au cœur du mois d'août que rien n'a été transféré. Au contraire, il y a quasiment le même nombre de contrats à terme qui ont été transférés sur le mois de septembre. Et quant aux options, il y en a plus que le mois dernier. Donc il y a de l'intérêt qui a été transféré. Ce qui est intéressant de constater aussi sur les marchés dérivés, c'est ce que nous donnent comme indication les ratios de couverture sur les options. Et là, on constate que les positions sont couvertes sous 5400, c'est ce qu'on avait observé dans le courant de la progression qu'on avait connue, de la dernière phase de hausse. Et en revanche, depuis que le marché s'est mis à consolider, toute la phase de hausse au-dessus de 5400 points n'était pas très étayée. Or, en dessous de 5400 points, il y a de la couverture dans le marché. Et ça, c'est bien identifié. Ce qui est nouveau et ce qu'on peut observer, c'est que le marché est très couvert sur le mois de septembre aussi. Donc, même si on a une volatilité qui a remonté un peu aux alentours de 15, elle stagnait plutôt aux alentours de 10, donc c'est quand même important comme progression. Et bien, même si la volatilité a progressé, tout ça c'est quand même très canalisé. On n'a qu'à regarder l'or qui continue à baisser. Les couvertures font que voilà, les mouvements de baisse sont quand même bien canalisés. Ils vont pas trop loin. L'accélération se fait doucement. Voilà. Maintenant, sur les indices européens, on a quand même cassé des niveaux qui sont importants. Sous 5330 sur l'indice CAC 40, c'est pas l'alerte de long terme, mais c'est quand même une alerte de moyen terme. Il serait bien qu'on réintègre ce niveau assez rapidement, parce que sinon les niveaux suivants c'est 5216. Donc pour l'instant, prudence, on travaille plutôt dans le sens, on alterne achat et vente, et on se repositionnera à l'achat peut-être sur différents secteurs un petit peu plus bas, mais pour l'instant un peu de méfiance encore, même si on n'a pas d'alerte majeure et si on voit que le mouvement et le dérapage est quand même très contrôlé. Oui, c'est vrai, pas de panique évidemment, on n'a pas eu de séance de panique, alors hormis sur les actifs turcs, là ça a paniqué bien sûr, mais sans effet de contagion trop important en tout cas, qui affecterait nos marchés à nous. Prudence, vigilance, on est couvert effectivement sur ces niveaux de marché, donc pas d'alerte majeure à ce stade. Un mot quand même aussi peut-être de l'euro-dollar, parce que même du dollar tout court, Romain, parce que on le voit bien, la crise des émergents, la Turquie, tout ça, elle reflète aussi de cette appréciation du dollar qui se poursuit. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de dire qu'on arrive peut-être au bout de quelque chose sur la logique d'un dollar haussier, ou est-ce que non, à ce stade, il n'y a toujours pas d'éléments qui viendraient freiner la hausse du dollar?
Peut-être à très court terme, mais globalement, on est quand même sorti d'un trading range et puis d'une figure baissière. Il y avait un triangle symétrique. Un triangle, symétrique, c'est une zone de cotation où acheteurs et vendeurs se neutralisent un petit peu. Et on en est sorti par le bas. Le mouvement venait du haut, donc baissait sur l'euro contre le dollar, et on en est sorti par le bas et on a continué à accélérer. Donc le fait de rompre un 15,35, c'était quand même un signal. Il y a eu un petit mouvement de retour, mais l'accélération se confirme pour l'instant. Graphiquement, si on regarde les cibles, la sortie de ce triangle pourra renvoyer jusqu'à 1,05. Pour l'instant, reste à voir comment tout ça va s'orienter. Il y a des contraintes. Encore une fois, l'euro-dollar, c'est toujours très compliqué, mais donc on essaie de prendre des repères graphiques et techniques. Et en tout cas, c'est les cibles que nous indique l'analyse graphique sous un 13,20. Donc on pourrait continuer à glisser. Et pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation de ce mouvement baissier. Au contraire, donc voilà, le mouvement se poursuit. Il n'y a pas d'accélération forte. Bon, petite pause aujourd'hui sur l'euro-dollar, puisque le dollar se relâche un petit peu de pression, mais on reste quand même sur un mouvement d'appréciation du dollar contre toute devise assez important. L'euro-dollar qui se traite autour de 1,14 au moment où on se parle. Sur la force du dollar, Laurent, enfin, on en parlait déjà tout à l'heure avec vous. Laurent Géronimi à mes côtés en plateau, je le rappelle, un directeur de la gestion de taux et diversifié de Swiss Life Banque Privée. La force du dollar, elle pèse sur les émergents, on l'a compris. Est-ce que c'est un vent porteur pour les actifs européens? Est-ce que ça peut être un vent contraire aussi à l'inverse pour Wall Street à un moment? Je crois que Donald Trump a tweeté tout à l'heure, il a à nouveau fait un état des lieux de la situation économique aux États-Unis. Tout va bien, l'emploi, la dynamique de croissance. Et voilà, il signale tout cet argent qui vient s'investir dans le dollar chéri par les Américains. Il y a quelques mois, ils s'inquiétaient du dollar fort. Hein, et, le secrétaire au Trésor Mnuchin disait plutôt un dollar faible, c'est bon pour le trade et ça offre des opportunités pour le commercial. Bon. Aujourd'hui, le discours est un peu plus compliqué à tenir. Donc, on se satisfait du dollar fort aux États-Unis. Mais est-ce que c'est une vraie source de satisfaction? C'est-à-dire que de toute manière, ils n'ont pas tellement de choix. S'ils s'endettent, les créanciers vont demander des taux de rendement de plus en plus importants de la dette américaine. Donc, aujourd'hui, on est sur une situation un petit peu délicate d'une courbe qui s'aplatit d'un 10 ans américain qui est en dessous des 3%. Mécaniquement, s'ils veulent des financements, ils vont tirer le dollar à la hausse. Alors, c'est la façon de la progression par rapport aux autres devises. C'est-à-dire que dès qu'il y a des chocs trop violents, effectivement, c'est très perturbateur. Ça donne un coup anxiogène très violent. Ouais. Si ça accompagne intelligemment la hausse des taux de la Banque centrale américaine, on pourrait se retrouver dans un cercle vertueux qui permettrait de prolonger le cycle encore à moyen terme, avec une situation qui est assez caractéristique, c'est finalement la question de la hausse des actifs et du prix des actifs, la valorisation des actifs. Exactement. Donc on a cette problématique et sur les actions et sur les spreads de crédit. Alors, je voudrais pas vous faire peur à une émission comme le niveau des taux d'intérêt, non mais le niveau des taux d'intérêt auxquels les entreprises empruntent. Absolument. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez donc mettons par exemple Carrefour qui emprunte de l'argent, on a ce qu'on appelle un spread, un écart de rendement par rapport aux emprunts OAT de même échéance, qui correspond à la probabilité de défaut de Carrefour et également de tous les risques systémiques qui peuvent être liés soit au marché financier, marché obligataire ou au secteur de la distribution. Donc, cet écart de rendement reflète un risque. Il est aujourd'hui extrêmement bas. Il est au niveau bas, les mêmes niveaux avant les crises qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que avant Lehman, auparavant, je dirais la crise qu'on avait sur le crédit qui était la bulle Internet. Donc on détecte là peut-être un peu de complaisance excessive, vous dites, c'est-à-dire qu'on a été soutenu par la politique très accommodante des banquiers centraux, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui une trésorerie qui est pléthorique, se sont investies à de très faibles niveaux de taux d'intérêt. Et aux États-Unis, je rappelle qu'il y a beaucoup d'endettements qui sont à taux variable. Donc la remontée des taux peut entraîner ce genre de perspective. Et s'il y a un choc, de là on parlait, est-ce que la Turquie peut entraîner un choc? Pour l'instant, non, la réponse est négative. Mais tout choc sur l'économie mondiale peut entraîner une crise de crédit et donc une chute des actifs. Et on a vu hier dans cette séance, même si c'était le 15 août, un petit peu de volume et une étrange rotation sectorielle. C'est-à-dire que dès que ça va
pas si bien que ça. On se rend compte qu'il y a des prises de profit sur les valeurs qui ont le plus progressé. Ouais. Donc c'était le luxe en France, avec les banques qui baissaient moins, puisque celles qui ont le plus souffert, et c'était la technologie aux États-Unis, voire en Chine avec Tencent, qui a sorti aussi des chiffres qui étaient moins bons que prévu. Mais qu'est-ce que ça veut dire cet état d'esprit là, justement, si on commence à vendre alors les bijoux de famille, ou en tout cas les valeurs chéries des investisseurs? Il y a aujourd'hui une notion de prudence très très forte. C'est-à-dire que quand on arrive proche de la fin d'un cycle économique et que tout d'un coup commence à apparaître, je dirais, tout ce qui est vent de face, puisqu'on a été poussé par des politiques monétaires accommodantes, elles s'arrêtent. Donc qu'est-ce qui est en face? Il y a toujours la dette. Qu'est-ce qui est en face? Il y a une problématique finalement de complaisance par rapport aux émergents. On a vu la Turquie qui l'a rappelé récemment, qui doit s'arrêter. Et la valorisation des actifs. Combien vaut un actif si la croissance mondiale n'est plus au rendez-vous? Oui, c'est ça. Voilà. Donc oui, effectivement, tout d'un coup, dès qu'on a ces questions qui ressurgissent, une logique tout à fait prudentielle apparaît. Romain, un mot à ce sujet là sur la composition et les rotations sectorielles qu'on observe. Alors bon, j'avoue que la lecture est parfois un peu compliquée parce que c'est un jour avec et un jour sans. Bon, hier c'était un jour sans pour le luxe, mais on voit tout de suite là du LVMH qui reprend 2%. Donc on n'a pas l'impression qu'on a encore des signaux très très clairs de ce point de vue là. Non, exactement. Moi, j'y vois toujours cette phase de distribution dans le marché, c'est-à-dire que on n'a pas nécessairement une rotation forte. On n'est pas en train de payer certains actifs à part toujours les mêmes secteurs, mais je regardais l'ensemble des valeurs de l'indice CAC 40, il n'y en a pas beaucoup qu'on a envie de payer fort pour le moyen long terme dans l'immédiat. C'est plutôt des prises de bénéfices qu'on constate. Moi, ces rebonds sur les valeurs fortes, je les vois plutôt pour l'instant, à de rares exceptions près, plutôt comme une fin de la pression baissière. C'est-à-dire que on prend du bénéfice, les grosses mains vendent du papier, délivrent du papier, et donc ça fait baisser le marché. Et puis comme ils sont pas fous furieux, on arrête ces programmes de vente, on laisse un peu d'air, et là c'est repayé un peu parce que opportunité, parce que spéculation, et sur des allers-retours dynamiques. Mais on n'a pas l'impression d'un mouvement construit ou d'un mouvement de hausse qui pourrait se poursuivre dans l'immédiat, en tout cas en Europe. Aux États-Unis c'est un petit peu différent, mais on est à mon sens en train de construire un peu les conditions d'une euphorie, c'est-à-dire que le contexte est quand même extrêmement tendu. Alors comme tout le monde est d'accord pour le dire et que tout le monde est protégé, tout le monde est prévenu, pour l'instant ça tient. C'est pour ça que je crois pas à un mouvement de baisse beaucoup plus fort pour l'instant. Il peut se produire puisque compte tenu des niveaux et compte tenu des risques en cours, le mouvement pourrait accélérer. J'ai l'impression que tout ça est très contrôlé pour le moment, et c'est ce qui me fait penser que même si à très court terme on peut envisager une petite consolidation supplémentaire, un rebond pourrait continuer à se produire, mais il est plus rebond d'opportunité que d'investissement de moyen long terme, et c'est pas une profonde rotation sectorielle. Je vois pas très bien ce qui pourrait tirer encore plus le marché, en tout cas du côté européen dans l'immédiat. Bon, situation qui reste contrôlée, néanmoins canalisée, comme vous le disiez, Romain, sans pour autant qu'on ait des perspectives explosives, explosives à la hausse sur les marchés qu'on suit avec vous, Romain Daubry, avec nous en duplex, membre de la cellule info de Bourse Direct. Laurent, vous m'offrez une transition parfaite parce qu'on sera aux États-Unis dans un instant avec Grégory Volokin. Vous vouliez dire un mot de Walmart qui s'annonce comme la star du jour sur le marché américain? Effectivement, parce que Walmart, c'est le leader mondial de la distribution, et sur un marché qui était concurrencé par Amazon qui a quand même gagné plus 60% depuis le début de l'année. La croissance dans la distribution, c'est des chiffres d'affaires qui sont très faibles. Et Walmart a investi dans le e-commerce. Et son chiffre d'affaires, sa progression aujourd'hui, vient de plus 40% dans la progression du chiffre d'affaires dans le e-commerce. Ça veut dire que Walmart, c'est vraiment un cas d'école, pour gagner sa part de marché, pour conserver sa part de marché, a investi dans les marchés de substitution correspondant à son secteur. Donc là, c'est un très très bon, c'est une prime de confiance au management. Des efforts qui portent leurs fruits, l'investissement dans le e-commerce, et puis même, je crois que même les magasins physiques de Walmart s'en tirent pas si mal que ça. Absolument. Et voilà, ça fait partie aussi des bonnes nouvelles. Et une très très bonne réorganisation de Walmart. C'est vrai, effectivement, un de ces géants de la distribution qui arrive pour l'instant à gérer la concurrence
concurrence d'Amazon, parce qu'on parle bien de gérer simplement la situation de concurrence d'Amazon qui Amazon continue de pousser ses pions. On va en parler dans quelques instants avec un secteur ciblé qui est le secteur de l'assurance, et pourquoi pas Amazon prêt à se lancer dans les comparateurs d'assurance au Royaume-Uni. On en parle dans un instant avec nos prochains invités. Merci beaucoup messieurs. Laurent Géronimi qui est avec nous en plateau, Swiss Life Banque Privée, et Romain Dobré qui nous accompagne en duplex chez Bourse Direct. Bientôt 16h, on marque une pause, direction New York dans un instant pour retrouver Grégory Volokin sur place. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Cet été sur BFM